Voulez-vous me voir conduire le moteur à combustion Audi le plus puissant de tous les temps issu de la production Standard Works? Voici le nouveau Audi RS Q8, un léger restylage qui comporte plus de puissance dans sa version performance. Nous allons l'essayer sur le circuit automobile aujourd'hui même. Avec Thomas sur AutoG Fuel, en 4K plein écran et en intégralité, c'est parti avec la calandre avant mise à jour. Ce masque élargi, disponible pour la version performance. Vous pouvez aussi avoir de la fibre de carbone et de grands espaces dans la calandre. Ici, vous pouvez voir les anneaux Audi. Ces emblématiques anneaux sont maintenant plats et en 2 dimensions. Franchement, quand ils ont une couleur sombre, ils sont moins visibles, surtout quand vous les regardez par le rétroviseur. Floret Silver est la couleur. Sur la piste, en test, la Chili Red. Les phares sont également mis à jour avec un style et des LED Matrix de série. En option, LED Matrix HD avec des feux laser. Vous voyez ici, signature lumineuse variée. Quand vous ouvrez ou fermez le véhicule dans le noir ou par astuce, en fait, elle est dispo pour l'avant et l'arrière. Signature lumineuse très cool et accueillante. Alors, ils aiment vraiment jouer avec la lumière ces jours-ci. Ensuite, vers le profil latéral, 5 mètres et 298 pouces, longueur significative. Vous obtenez des roues de 22 ou 23 pouces, en option. Et même celle-ci ici est une option, la roue forgée. Réduction de poids donc, et également de série pour le modèle performance, les freins en céramique de carbone. Elles sont sinon une option pour le RS Q8 standard, donc cette version performance inclut presque toutes les options, comme les détails en fibre de carbone, etc. Techniquement, la suspension adaptative est incluse. La direction de l'essieu arrière pivote jusqu'à 5 degrés dans le sens opposé. Il est aussi possible d'opter pour un système anti-basculement disponible sur la version performance et un différentiel sport à l'arrière. Vers l'arrière, plus de détails en fibre de carbone avec ce pack supplémentaire en fibre de carbone. Échappement sportif mis à jour avec un très grand embout noir, car le vrai se trouve bien à l'intérieur. Les feux arrière OLED ont été mis à jour récemment. Vous pouvez aussi clairement voir qu'un capteur de proximité est présent. Quand je m'approche du véhicule, nous avons ici ces détails qui s'affichent, pour ainsi dire, pour vous dire que vous êtes trop près maintenant. Donc définitivement, avec un look plus moderne, ça passe aussi par là comme ici. Et la fibre de carbone même ici en dessous des anneaux Audi, qui sont à nouveau en 2 dimensions et aussi, oui, légèrement assombris. C'est, je dirais, plutôt une question de goût, n'est-ce pas? Alors, jetons un œil au moteur. Audi promet d'ailleurs une plus grande amplitude dans la suspension entre confort et sportivité, ainsi qu'une puissance accrue pour ce moteur. Et sous le capot, nous avons le V8 biturbo de 4 litres et dans le RS Q8 normal avec 600 chevaux. Voici un beau badge RS. Oh, c'est agréable et bien chaud pour les doigts maintenant. Ici, dans la version performance avec 640 chevaux et maintenant 850 Nm de couple, maintenant à 3,6 secondes pour 100 km à l'heure, c'est bien sûr vraiment impressionnant. Nous avons également fait quelques réglages pour la suspension, la configuration du moteur, la dynamique de conduite. Il pourrait donc établir un nouveau record au Nürburgring Nordschleife. Et aujourd'hui, nous sommes sur le circuit de Castelloli en Espagne. Pour le réglage de surmultiplication, c'est la configuration standard avec une distribution 40-60 standard Quattro. Il peut envoyer jusqu'à 85% à l'essieu arrière, assurant une forte prédominance arrière. En appuyant à fond sur l'accélérateur, nous verrons donc très bientôt le résultat final. Je peux promettre que ce sera très excitant. Il y a aussi une fonction de démarrage émotionnel. Pour cela, je dois d'abord mettre le contact. Ensuite, sélectionner le mode de conduite dynamique dans le sélecteur de conduite. Alors, c'est sélectionné. Et lorsque j'appuie ensuite sur le frein et démarre le véhicule, ah, il monte à plus de 2000 tours par minute. Et sinon, il resterait en dessous de 2000 tours par minute et n'irait pas non plus pour les craquements et plops de l'échappement. Kifop, oui bien, c'est en noir brillant mais vous avez le logo RS. Ensuite, vous avez soit une fermeture douce ici, si vous l'attendez en option. Hormis ça, des portes sans cadre et, pour celle-ci, elles
sonne plutôt bien. Ce n'est pas mal du tout. À l'intérieur des portes, on trouve des inserts en microfibre. C'est vraiment sympa que ce soit moelleux en dessous. D'un côté, il y a de la microfibre utilisée, mais de l'autre, vous avez également du duveteux en dessous. C'est vraiment sympa. Mais pas de revêtement ici pour l'intérieur des portes. Ensuite, un badge d'entrée RSQ8 et nous avons également le volant en microfibre disponible avec le pack design RS. Ensuite, vous avez aussi les accents rouges sur les sièges. Mais pour celui-là, seule la peau animale est proposée. Mais c'est une plateforme qui est maintenant plutôt ancienne, donc ils n'ont pas procédé à sa mise à jour. C'est regrettable. Bonne marge au-dessus. Ici, on a aussi un ciel de toit en microfibre. C'est en fait plutôt cool. Microfibre ici aussi. Donc, une bonne qualité des matériaux ici. Nous avons de belles palettes au volant et nous avons aussi une colonne de direction électrique. Et ce que j'apprécie vraiment avec cette formidable plateforme, c'est toujours la transition si fluide d'ici. Cela est spécifique ici à Audi Q8, Q7, VW Touareg, Bentley Bentayga, Porsche Cayenne, Lamborghini Urus. Maintenant, je les ai tous, hein? Aperçu du cockpit, celui-ci des générations précédentes d'Audi. Donc, vous avez l'écran partagé. En haut, l'infodivertissement principal. En bas, la climatisation que vous contrôlez assez bien sans solution physique, bien que je préfère toujours les commandes physiques. Au moins, nous avons des boutons pour régler le volume, par exemple. Concernant une unité climatique basée sur écran, elle est en fait assez simple à manipuler. Donc, l'inconvénient est que tout n'est pas agrandi dans l'infodivertissement. Mais d'un autre côté, certains éléments sont visuels et j'aime cela parce que c'est ici intégré dans le tableau de bord, alors que les nouveaux systèmes modernes sont souvent comme boum en plein visage. Vous voyez? En gros, design épuré. Et dans la console centrale, porte-gobelet bien fait et adaptatif. On a aussi ici un revêtement en microfibre de cuir chevron. Ensuite, cet accoudoir ici est agréable sur le dessus avec la microfibre et vous pouvez également le relever un peu ici. Vous avez cette grande boîte rigide. Et quand vous n'avez pas de câble ici et que vous utilisez la charge inductive et autres, alors ça pourrait être acceptable. Mis à part cela, dès que vous installez un câble ou que le smartphone ne se place pas ici de manière parfaite, vous risquez de tout faire planter. Et je n'ai aucune idée de pourquoi quelqu'un ferait ça. Car le réel problème est que cette charge inductive n'est pas correctement ventilée. Les smartphones les surchauffent vite. C'est aussi ce que je critique chez BMW, car ils vous obligent à utiliser systématiquement la connexion sans fil. Ici, par exemple, vous avez la possibilité de choisir entre une connexion sans fil ou bien une connexion filaire pour Apple CarPlay ou Android Auto. Et ces sièges Sport Plus, ils ont vraiment l'air cool. On peut débattre des coutures rouges et ainsi de suite. Quand je me tiens droit, le siège n'est pas assez haut, tu vois, et c'est aussi ça le problème avec les appuis-têtes intégrés. Ça a l'air cool, mais ce n'est pas réglable et ça ne convient pas. Point de vue du conducteur. Et nous avons toujours les anneaux Audi tridimensionnels ici. Et honnêtement, ça a l'air tellement plus cool et plus haut de gamme que la nouvelle solution où c'est juste plat. Ensuite, de vrais boutons sur le volant. Ah! Avec de beaux et agréables petits sons de clic. Ici également, pour modifier la vue, par exemple, le côté droit pour régler le volume et le bouton spécial dédié RS. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de personnaliser vos paramètres. En général, vous utiliseriez le sélecteur de conduite à cet endroit dans les modèles qui ne sont pas RS. Et cela n'est, bien sûr, pas si facile d'accès. Avec les boutons RS, avec les boutons RS là, vous pouvez également personnaliser vos réglages ensuite, si vous le souhaitez très sportif ou peut-être pas. Et puis comment vous voulez définir un mode RS1 et RS2. Et ensuite ici, ce qui est aussi particulier au modèle RS ici, c'est que vous avez également cet arrière-plan large ici sur le compteur de régime numérique. Alors, et tu peux changer les vues juste là. En mode RS, ça a aussi l'air différent. Mais tu peux aussi personnaliser ça comme tu le souhaites. Et vous avez aussi un affichage tête haute, il ne scintille pas dans la réalité, seulement à la caméra, au fait. Ici, dans le système d'infodivertissement principal, vous avez un bel aperçu standard. Et il y a aussi une astuce d'ailleurs. Si vous appuyez et maintenez celui-ci, vous pouvez également le faire glisser vers la gauche, puis vous avez soudainement un raccourci vers l'Apple CarPlay. Olia me regarde comme « Oh mon Dieu, comment tu as fait ça? C'est incroyable !» Alors, nous pouvons appuyer sur ce raccourci ici.
Apple CarPlay, Android Auto sont disponibles. D'accord avec les systèmes d'infodivertissement rapides, même un peu rétro pour certains. Ici encore, l'unité climatique monte et descend, c'est à la fois simple et très pratique. Et le déclencheur que vous pouvez glisser pour synchroniser, à gauche et à droite à nouveau. Il est également important qu'ici, vous puissiez définir vos raccourcis clavier et par exemple, configurer comme désactiver la limite de vitesse avec un carillon et ainsi de suite. Sièges arrière et les portes arrière et avec le système ingénieux ici des stores électriques. Et quand vous appuyez une fois de plus, c'est pour les fenêtres. C'est la descente maximale, sans cadre, ici. Et j'aime ce mécanisme simple où tu peux juste utiliser le bouton de la fenêtre pour la descendre et la remonter. Fonctionnalité assez sympa, n'est-ce pas? Microfibre à l'intérieur ici, juste là, puis coque rigide, pas de doublure intérieure ici. Et ensuite, vous pouvez faire glisser les sièges vers l'avant et vers l'arrière. Je vais vous montrer ça aussi depuis le coffre. Et puis ici, c'est le support de libération pour le poser. Quand vous l'avez comme ça, c'est fixé. Ensuite, vous devez tirer le levier vers le haut à nouveau comme ça. Vous pouvez également varier un peu l'angle du siège avec cela. Et ici, au centre, on a des porte-gobelets adaptatifs. Peut-être pas, peut-être que ça marche. Alors vraiment très petit, je dois dire. D'ailleurs, tu peux également placer ce truc au milieu. Là, pour une trappe à ski. Vous avez une unité climatique à l'arrière avec de jolis bruits de clics. Mais au moins, quelques bruits de clics. Et oui, on règle gauche-droite au milieu. Et comme le chargeur USB-C sécurisé est alors dans la partie inférieure, peut-on s'asseoir au centre? Oui, même un adulte grand peut le faire. Pas de problème de hauteur. 1,89 m? Oui, les genoux ont de l'espace aussi. Donc, on peut vraiment facilement s'asseoir ici. Assez de place disponible. Pour 5 adultes grands, c'est tout à fait parfait. Vous pouvez exploiter l'espace du coffre ou bien ici le longueur et c'est bien sûr confortable en position verticale. Les appuis-têtes, je vais les mettre un peu plus vers le haut comme ça. Oui, c'est une très bonne sensation de voyage aussi à l'arrière. Regardez le coffre ici. Haillon électrique, bien sûr. C'est plutôt sympa ici. Le couvercle électrique. Il se lève de façon automatique et redescend quand on l'ouvre. 1 m ou 40 pouces de largeur dans la partie inférieure, un peu plus au sommet. Et la largeur ici est également très utilisable, presque 1 m 10 et 43 pouces. Et la hauteur ici, au point le plus haut, environ 77 cm. Ou 30 pouces pour rabattre les sièges. On ne peut pas le faire d'ici. Faut faire le tour. Un chariot cabine rentre aussi debout sous les sièges, théoriquement aussi pour un pneu de rechange. Voilà. Nous pouvons aussi abaisser un peu la suspension pneumatique si nous le souhaitons. Je dois faire le tour à l'arrière, utilise le levier et ensuite on fixe ça ici. Puis, en fait, le tout est vraiment bien fixé et tu peux également le glisser vers l'avant ou l'arrière. Ce serait également possible. Donc quand vous l'avez aussi dans une position verticale et ensuite comme ça, vous pouvez même gagner un peu plus de longueur au niveau du tronc. C'est possible. Et la longueur totale à l'intérieur des sièges pendant que nous conduisons, là nous y allons, c'est ici 190 cm ou 74 pouces. Ouah. Voilà, c'est le launch control. C'était comme passer de 0 à environ 140 ou même jusqu'à 150 km/h, quelque chose du genre, avec la performance impressionnante de l'Audi RS Q8. Et nous commençons à l'utiliser ici sur le circuit parce qu'ici nous pouvons vous montrer en toute sécurité toutes les caractéristiques de performance. Et oui, c'est pour ainsi dire le Cayenne GTS d'Audi. Et celui-ci se comporte très bien sur le circuit. Voyons comment celui-ci peut être contrôlé. Et je veux dire, c'est un véhicule lourd. C'est un SUV vraiment grand. Et je dois dire déjà après quelques virages, c'est étonnant que cela fonctionne ici sur le circuit. Donc waouh, super accélération. Maintenant 640 chevaux pour 850 Nm de couple. Et je me souviens d'avoir conduit l'Iris Q8 dans la version pré-facelift et celui-ci est encore plus épicé. Donc cela vous donne encore plus de boost et un peu plus sportif pour tout le réglage. Il a également marqué
le tour record sur le Nürburgring Nordschleife et vous le ressentez, mais de très bonnes performances de freinage et une direction incroyablement précise. C'est vraiment impressionnant. Waouh, je n'arrive pas à croire à quel point cela reste fluide sur le circuit. En fait, on ne ressent pas vraiment tant que ça le poids imposant du véhicule. Évidemment, cela reste un SUV et une voiture de sport basse sera toujours plus performante sur le circuit. Elle paraîtra plus légère et sera bien plus facile à contrôler, etc. Mais étant donné que c'est un grand SUV, c'est incroyable à quel point il est agréable à conduire en fait. J'aime beaucoup le volant en microfibre qui me permet de bien contrôler le véhicule et d'avoir une conduite plaisante. Et tu sais, avec la traction intégrale, tu peux aussi être vraiment bien sur l'accélérateur ou à la sortie du virage. J'ai déjà conduit celui-ci avec plusieurs véhicules et je veux dire ici la surface en cuir animal. Le problème c'est que c'est un peu glissant, donc tu glisses un peu dessus. Un siège en microfibre serait donc mieux pour le circuit, définitivement. Oui, une fois de plus, appuie bien sur l'accélérateur, c'est plutôt sympa et oui, la sensation de freinage est vraiment bonne. Ce que je préfère, c'est vraiment la direction, car elle est extrêmement précise et je sais parfaitement ce que je fais et je n'arrive toujours pas à y croire. C'est un Q8 que je conduis ici sur le circuit. Nous avons monté des roues de 23 pouces ici. Ce sont aussi les nouvelles jantes forgées. Donc, si vous aviez déjà un RSQ8 et que vous vouliez quelque chose d'encore plus avec cette mise à jour, ils l'ont effectivement rendu beaucoup plus excitant. Si je devais choisir volontairement un véhicule pour le circuit, ce serait toujours une Porsche Cayman ou Boxster ou quelque chose comme ça et non un SUV. Mais la plupart du temps, bien sûr, cela ne sera pas utilisé sur la piste. Mais ici, nous pouvons vous démontrer en toute sécurité la performance, la puissance. Ici, une accélération impressionnante, plus rapide qu'avant. Et bien sûr, une maniabilité parfaite pour le faire en sécurité ici. Pas besoin de le faire vraiment sur la voie publique, donc ça a aussi été une expérience géniale, waouh. Donc mon préféré, c'est définitivement l'accélération en sortie de virage, c'est vraiment quelque chose d'incroyable et ici, avec les freins en céramique, nous n'avons aucune défaillance des freins, donc j'ai toujours les mêmes performances de freinage, c'est bien sûr quelque chose de très cool à faire. Eh bien, tu peux aussi t'amuser en conduisant en ville ou quand tu vas ici sur les routes normales et tout ça. Par exemple, lorsque tu choisis le mode confort, la suspension devient un peu plus indulgente. Cependant, comme nous avons récemment essayé le SQ7 et aussi le SQ8, un modèle en dessous, on ressent effectivement beaucoup de différences. Dès qu'on monte dans le véhicule, ça ne se remarque pas au début, mais en conduisant, la direction est, même en mode confort, c'est beaucoup plus difficile à contrôler et à diriger alors qu'un SQ8 ou un SQ7, disons en termes de direction et de confort. Ne semble pas trop différent d'un Q7 ou Q8 standard, mais il offre toujours cette nouvelle expérience V8 ainsi qu'une grande puissance. Ici, néanmoins, tout est nettement plus sportif et beaucoup plus rigide, et cela se ressent aussi bien au niveau de la direction que du réglage de la suspension et ainsi de suite. Donc, il y a des différences subtiles entre les modèles, allant du confort à la sportivité. Peu importe comme tu préfères. Pourtant, la suspension ici en mode confort reste suffisamment confortable. C'est davantage un choix de roues, alors je recommande également de ne pas sélectionner les plus grandes roues ici pour le RSQ8, car cela réduirait vraiment le confort. Assurément, la direction est aussi vraiment précise ici quand vous êtes dans ces ronds-points et en sortir vraiment bien. Quand la puissance s'installe, donc le mode confort est vraiment totalement adapté pour la conduite quotidienne, vous savez, surtout parce que quand vous avez les roues plus grandes, la suspension devrait être un peu plus douce pour compenser, et même sur le moteur ici et ainsi de suite. Et j'ai trouvé que l'aspect utile d'avoir ici la version performance, c'est aussi définitivement le bouton sur le volant, parce que quand je change de mode de conduite et que je veux entrer sur l'autoroute avec les modèles normaux, je dois faire quelque chose ici en bas avec les sélections de conduite pas idéales, et ainsi de suite. Et ici, en fait, je peux juste rester au sol derrière nous, je peux juste cliquer une fois ici sur le volant et je suis en mode RS. Et ensuite, je peux aussi affiner ce que ce mode RS signifie pour moi.
Et oui, je pense que le meilleur choix est en fait de mettre RS comme tout sportif, sauf l'ESC éteint, et puis le RS2 par exemple avec l'ESC éteint. Si vous êtes peut-être sur le circuit comme nous étions plus tôt et ainsi de suite, alors vous pouvez y accéder facilement. C'est similaire au mode dynamique, je l'appelle ainsi car sinon, vous pourriez aussi sélectionner le mode dynamique ici. Dans ce cas, vous êtes déjà prêt à bondir car il passe à une vitesse inférieure et oui, l'accélération y est légèrement plus rapide que si nous étions en mode confort. Juste pour illustrer la différence, quand je suis ici en mode confort, le véhicule est généralement à une vitesse plus élevée et lorsque j'appuie tout à coup sur l'accélérateur, la réaction du véhicule prend un certain temps. Voilà, c'est ainsi que fonctionne le mode confort et... Oh oui, oui, c'était ainsi et maintenant nous sommes déjà en mode RS à une vitesse plus basse. Oh, et nous entrons également dans le tunnel ici maintenant, donc écoutons ça. Prêts les gars? C'est juste en étant comme à un rapport inférieur, c'est simplement plus instantané cette accélération et d'une certaine manière, c'est vraiment mieux pour le passager parce que tu n'as pas comme ces changements soudains de vitesse et cet effet de secousse qui pourrait être gênant pour ainsi dire. Donc vraiment, oui, Léa est définitivement fan du mode RS. Alors pour cette raison spécifique, oui, niveau suspension, c'est intéressant aussi. D'ailleurs, si tu restes en mode RS ici, allons ressentir ça, puis revenir au mode confort. Je dirais que la suspension est rigide dans les deux cas. Oui, c'est juste le réglage de base de la suspension et la taille des roues. Donc vous ne choisiriez pas celui-là si cela vous dérange. Mais ici, quand la route est régulière sur l'autoroute, c'est bien sûr génial parce que cela vous donne tellement de stabilité et en même temps, vous avez toujours la performance à portée de main. Le régulateur de vitesse, vous pouvez le régler ici avec un levier séparé dans la partie inférieure et c'est aussi ici avec l'assistance active au maintien de voie. Voyons voir à quel point c'est fluide, j'adore ça. Ce volant en microfibre d'ailleurs, aussi dans la vie quotidienne en conduite. Puis à nouveau le tunnel dans le virage, ouais c'est vraiment sympa, donc très fluide ici. Puis nous avons le moniteur d'angle mort dans les rétroviseurs très visible, c'est plutôt cool, donc très sophistiqué, ouais, un peu de lumière d'ambiance sur le côté droit. Peut-être que tu peux le régler sur du bleu pour le prochain tunnel ou quelque chose comme ça. Comme ça, on pourra mieux le voir parce que le jaune n'est généralement pas très visible. Donc ici, une fois de plus, les corrections de direction sont faites de manière très fluide. L'autre chose, bien sûr, ici avec les sièges, ces sièges performance plus la surface en peau d'animal, donc dure. Donc il devrait définitivement proposer comme une option microfibre dynamique ici. Je ne sais pas vraiment. Donc maintenant, on peut mieux voir. Le bleu est toujours plus visible la nuit, définitivement. Ici, à 100 km/h, soit 60 miles par heure, quand on roule à environ 120, on ressent parfois des turbulences de vent à cause des rétroviseurs. Mais je ne pourrais pas dire que c'est vraiment plus bruyant que le SQ7 ou SQ8. Donc je dirais que c'est toujours comparable. Ce n'est pas qu'ils ont retiré une isolation et que vous entendez plus de bruit du vent. J'ai ressenti que oui, c'est un peu similaire au Porsche Cayenne GTS, donc vous pouvez bien sûr entendre plus le moteur de cette façon. Et ici, si cela fait vraiment une différence à grande vitesse, il faudrait alors le tester sur l'autoroute allemande. On ne peut pas tester ces vitesses élevées ici en Espagne, du moins pas sur les routes. En matière d'économie de carburant, comptez entre 12 et 13 litres pour une consommation normale, sans vraiment forcer sur les performances du véhicule. Donc c'est environ 20 mpg US et 22-23 mpg UK. Et d'ailleurs, ici, ce que j'ai critiqué plus tôt avec les anneaux Audi foncé, il existe également une version que l'on peut choisir avec des anneaux de couleur brillante. Et ensuite, si vous optez pour un pack noir, vous obtiendrez les anneaux obscurcis. Dans ce cas, la logique est que le pack carbone est également disponible avec les anneaux brillants et ce véhicule dispose du pack carbone et en plus de cela, le pack anneaux obscurcis pour ainsi dire.
C'est donc un peu compliqué dans la logique. J'opterai toujours pour les anneaux brillants. Le prix, le modèle 2024, est toujours à 126 000 dollars américains, marché nord-américain. Mais cela changera, je pense, pour le modèle 2025, car cette performance sera aussi de série. Sur le marché européen, les prix sont déjà disponibles pour celui-ci. 142 000 euros en Allemagne, en commençant par le RSQ8, 156 000 euros pour la version performance. Ensuite, bien sûr, des options. Vous pouvez le rendre encore plus cher, un prix très élevé. Vous pourriez aussi prendre un Cayenne GTS. Mais c'est une question de marque préférée. Ils conduisent tous extrêmement bien. Vous l'avez vu, bien que ce soit un SUV lourd et imposant, il fonctionne même sur le circuit. C'est la partie impressionnante. Vous pouvez comparer le récent restylage de la Cayenne GTS